wamana dinga mbobaka, wamana zibula kuta, wamana fimpanti makulu, wezilo mampungulu kutabu kidia mumbwe, wamana tomba mbomona, zibula kutumbo kuwa, ndingu wa kuzulu, wezilo mampungu, welanza iyambwi, ilambwi kwa tulanda, zila, oh, kumbwi, zilambwi kwa tulanda, zila, ooh, hey, ah, Non, c'est pas juste, j'ai pas faim. C'est pas juste parce que c'est pas toujours très bon. Toujours obligé de finir. C'est pas juste. Non, c'est pas juste, j'ai pas envie de dormir. C'est pas juste parce que les petits, ils doivent se coucher tôt. Et les grands, ils peuvent se coucher tard. C'est pas juste parce que le soir il faut que je me couche tôt. C'est pas juste parce que quand je commence quelque chose, et ben j'ai pas le droit de le terminer. C'est pas juste parce que je viens à peine de commencer. Mon enfant, en ce moment, tout te révolte. À l'heure où je te parle, tu grandis dans un monde que tu trouves injuste. Aujourd'hui, tu as 6 ans. Je suis sûr que dans quelques années, tu vas comprendre ce que je dis. Regarde, écoute, pour le monde, tel qu'il était en 2010. Ma mère, elle disait, tu vois, les Français, ils racontent qu'il n'y a point de saut métier. C'est un mensonge. C'est parce que les sales boulots, ils savent qui devra aller se le coltiner, quoi. C'est pas juste. C'est pas juste. Que c'est pas normal que des jeunes soient obligés de franciser leur nom pour qu'ils puissent passer sur un CV. C'est pas juste. Simplement d'habiter dans le 93, mais un CV en bas de la pile. C'est une réalité. Quand tu regardes les choses de l'extérieur, du premier coup d'œil, on voit bien qu'il y a de l'injustice. Tu vois des riches, des pauvres, c'est pas juste. C'est vrai, c'est pas juste. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. C'est pas juste, c'est vrai. Ma mère, elle nous a poursuivis toute notre vie en nous disant, quand on ne sait pas lire et écrire, on est un animal. Et elle a toujours dit, moi je suis un animal.
Mon grand-père, moi, c'était un monsieur qui était au Parti communiste, très engagé. Tous les matins, il venait me dire bonjour, il me disait « Apprends à lire et à écrire, sinon tu seras un homme exploité. » Tous les jours. Regarde, approche-toi de la tête. Nous avons tous le même cerveau, apparemment. Et ça produit pas la même chose. Honnêtement, quand je regarde les parcours, les chances, les difficultés qui attendent la masse des élèves qui sont en première année de licence de droit et ceux qui ont passé le P1 et qui sont en médecine, ils n'ont absolument pas les mêmes armes, les mêmes cartes. C'est une inégalité fondamentale qui puise ses racines très en amont. L'inégalité, elle est au cœur de la vie que nous connaissons aujourd'hui. C'est pas juste. Quand tout de même 90% des jeunes issus de l'immigration sont envoyés en enseignement de transition et dite technique derrière, c'est pas ces jeunes qui vont mal, c'est l'école. Si vous dites à tous vos gamins, vous savez, si vous travaillez bien à l'école, alors vous réussirez et vous aurez une position viable dans la vie, ils vous riront au nez. C'est vrai, j'ai 23 ans et je comprends que les gens puissent légitimement se poser un certain nombre de questions. Je tire ma légitimité de l'élection et du suffrage universel. Police, justice, loi, même là, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Maître, le prochain est prêt. Cette fois-ci, c'est le dernier. Monsieur Zamouni Abdelkader, c'est bien ça? Oui. 27 condamnations pour vol. Oui. Au mois de novembre, j'assistais à une comparution immédiate de 3 jeunes délinquants. Eh bien, par leur manque de savoir, ils ne comprenaient même pas le motif de la mise en détention. Même là, en fait, il n'y a pas réellement de justice dans la justesse. Le premier des pouvoirs, surtout dans notre société, est basé sur le savoir. Tout cela entraîne des différences économiques considérables. Les différences économiques créent des inégalités. Dans la réalité des choses, effectivement, les gens naissent inégaux. Et tout le problème de la vie, et de l'école surtout, et qui ne le demeure pas. Et même dans les corps, même là, il y a des injustices. C'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des gens souples, il y a des gens rigides, et il y a des gens qui sont toujours en bonne santé, et il y a des gens qui sont toujours malades. C'est pas juste. Et puis il y a ceux qui ont un physique à être dans les magazines. Tout le monde ne peut pas être dans les magazines. Wamana dingambo baka, wamana zibula kuta, wamana pimpanti makul, wezilo mampungulu kutabu kidia, mumbu, wamana tomba mbomona, zibula kutumbo kuwa, ningu wa kuzulu, wezilo mampungu, welanza iambui, ilambui kwa tulan. Et pourtant, c'est le même corps, mais il ne fonctionne pas de la même manière. Même là, ce n'est pas juste. Quand tu remontes aux sources de la vie, même là, ce n'est pas juste du tout. Il y en a qui naissent dans des pays riches, il y en a qui naissent dans des pays pauvres. Évidemment, on est inégaux.
dans la grande loterie de l'hérédité, eh ben, les uns n'ont pas les mêmes possibilités que les autres. Parce que nous faisons partie des pays riches. Les gens vivent ailleurs la misère ou les perturbations climatiques, et donc la misère. Et de plus en plus de gens viendront vers nos pays d'Europe. Mais on pourra mettre des herses les plus grandes possibles. On ne pourra pas empêcher les gens d'arriver. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. Homme, femme, on te dira que pour tout le monde c'est pareil. Mais... Jusqu'à présent, on disait toujours, ouais, c'est l'homme le plus fort, c'est l'homme qui est ci, c'est l'homme qui est ça. Il y en a toujours mis la femme derrière, toujours à la maison et tout ça. Comme nous, on est des femmes, enfin des filles, on donne la vie. Donc du coup, quand quelqu'un meurt, je pense que ça fait plus mal qu'un homme. Parce que les hommes, c'est toujours une histoire, ouais, je suis fière, je dois garder ma dignité, des trucs comme ça. On te fera croire que les hommes et les femmes sont traités de la même manière. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Ah, ceux qui tirent les ficelles, ceux qui prennent des décisions au niveau mondial, ce ne sont que des hommes. Ce n'est pas juste. Et quand tu remontes encore plus loin, toi, tu es le résultat de la rencontre d'un spermatozoïde et d'une ovule de ta maman. Mais il y avait des milliards de spermatozoïdes en compétition. Il n'y a eu qu'un seul résultat. C'est toi. Oh, oh, oh. C'est pas juste parce que je suis la plus petite de la famille. Tu te souviens quand tu étais petit? Tu découvrais que nous n'avions pas tous la même taille. Vas-y, enlève-toi. Alors, on va la mettre droite. Voilà, donc là, on sait que c'est Haroun. Ça, on sait que c'est le trait d'Haroun. Ah, tu peux aller passer. Si tu en restes à ces constats, tu seras malheureux toute ta vie. Et tu en voudras à l'univers tout entier. Et tu penseras que même Dieu n'est pas juste. Nous sommes très heureux de vous annoncer que l'entreprise a doublé ses bénéfices cette année. Mais nous sommes obligés de licencier une partie du personnel, dont vous faites partie. Mais vous faites des bénéfices. Oh, c'est pas trop tôt. J'ai cru que j'arriverais jamais. Mais bon, c'est fini maintenant. Mais nous sommes obligés de refuser un certain nombre de candidats, dont vous faites partie. Mais vous avez agrandi vos locaux. Bah oui, mais ça n'a rien à voir. On a des restrictions. On peut pas. Tu as remarqué une chose, il y a des gens riches et malheureux, il y a des gens heureux mais pauvres. Écoute. J'ai 26 ans, que j'ai été décelée hydrocéphale à la naissance, et les médecins ont convoqué mes parents en leur disant bah, écoutez, monsieur, dame, c'est pas compliqué, votre fille est hydrocéphale, on ne sait pas si elle va parler, on ne sait pas si elle va marcher, voulez-vous la faire adopter? Et il ne faut jamais désespérer, parce que sincèrement, là je suis professeur contractuel d'italien, ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous n'allez pas réussir que vous n'allez pas réussir. Parce que sincèrement, si j'avais écouté par exemple ma prof de français du lycée, bah, au lieu de faire par exemple littéraire, bah, j'aurais fait un bac STT qui m'aurait certainement pas convenu, mais je me suis toujours accrochée à mes rêves, c'est ça qui est important. Merci. Ce qui est sûr, c'est que cela dépend du regard que tu poses sur le monde. C'est là où réside ton libre arbitre.
Regarde bien Roselyne, la boulangère. Et elle pose le même regard, quelle que soit la personne qui est devant elle. Pas un n'est pareil. C'est ton regard sur le monde qui te permettra, en toutes circonstances, de faire face. Et ce regard, pour qu'il t'appartienne, il faut qu'il sorte de la dualité et du jugement. Liberté, égalité, fraternité, pour ces trois principes toujours nous combattons. Je suis arrivé en France, j'avais 30 ans. Liberté, égalité, fraternité, cela m'a fait rêver. Défendons notre République, une indivisible et laïque, liberté absolue de conscience, pour que règne la tolérance, sous le signe de l'égalité. Quand vous dites modèle républicain en banlieue, c'est l'arnaque qui arrive. Et d'ailleurs, quand vous allez dans des classes avec un nombre important de jeunes, alors de 3e et 4e génération, quand je demande qui est français dans la salle, vous n'avez pas un qui va lever le doigt. Ils vous disent, je suis sénégalais, malien, algérien, tunisien, musulman. Quand la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit « Tous les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit », cette déclaration n'énonce pas ce qui est. Elle énonce ce qui devrait être. Énoncer cela en 1789, alors que la totalité de la société est basée sur le fait que les êtres naissent et demeurent inégaux en dignité et en droit, est proprement une énonciation révolutionnaire. Mais il y a également un autre aspect plus philosophique. Liberté, égalité, fraternité. Mais ces mots-là remontent à beaucoup plus loin dans la conscience de l'humanité. Quand on va dans mon village, l'égalité se dit dédédé. Juste 3 coups alignés comme ça pour comprendre que l'égalité ne s'entendait pas vraiment en 2, mais en 3. 1, 2, 3. Comme cet instrument, mon enfant, que l'on trouvait dans les tribunaux de justice. Les inégalités ne se trouvent pas dans l'être. Les inégalités sont dans l'avoir. J'explique que cette société qui a répudié tout projet collectif, qui est basée sur le désir individuel d'accéder à l'avoir, tout simplement parce que le consumérisme est le moteur de l'économie, et de ce fait, le monde entier, grâce aux outils de la mondialisation, veut s'y engager. Bien entendu, c'est absurde, parce qu'il est totalement impossible que 6,5 milliards d'individus vivent suivant les standards américains et européens. Le monde ne le supporterait pas. Par conséquent, cette société est absurde et suicidaire. Par conséquent, en tant qu'elle présente un but qui ne peut être atteint, elle doit engendrer de la frustration, c'est-à-dire de la violence, des conflits, de la haine, c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle barbarie, c'est-à-dire le monde que l'on voit aujourd'hui. Et si on ne remet pas un pilote humain dans l'avion, si l'avion continue de voler en pilotage automatique, mu uniquement par cette recherche d'un profit toujours accru, alors naturellement l'avenir est certainement défavorable. Moi ça m'écorche la tête quand j'entends des personnes revendiquer le pouvoir de consommer. Consommer, c'est un gros mot. Consommer, ça vient de consumer. Ça veut dire brûler, cramer. Ça veut dire
emmagasiner un maximum de choses en un minimum de temps, en le rejetant avant de l'avoir complètement digéré, ce que vous observerez être aussi des conduites parfaitement répandues en termes de consommation. Les gens vont en avoir peut-être assez de uniquement se remplir et non pas se nourrir. La parole rend libre quand elle est éclairée. Et ce chemin vers l'égalité passe par la compréhension de l'autorité. En 2010, il y a une crise de l'autorité. L'autorité dans les écoles, dans les familles. Cette autorité-là, je l'exerce tous les jours dans mon foyer. Quand dans mes foyers où je m'occupe souvent des plus démunis, des gens qui sont incapables de se loger dans Paris, je leur fais respecter le règlement intérieur qui est en fait juste un chemin pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. C'est contraignant, mais sans ces règles-là, aucune vie n'est possible ensemble. Et moi, je suis le garant de cette harmonie, de cette danse à plusieurs, pour que tout se passe bien et que tout le monde bouge ensemble. Dans la réalité, la seule autorité que j'accepte, c'est celle qui me fait avancer, celle qui est bienveillante, celle qui est juste. Écoute Thierry Max, c'est un compagnon de devoir et un cuisinier. Il parle de ce mot autorité, si mal compris aujourd'hui. Une parole vêtue de vérité, dont je suis déshérité. Une parole droite, ni tordue, ni opaque. Une parole... L'homme fonctionne comment? Il fonctionne entre l'ordre et le désordre. Moi, quand j'explique à mes élèves souvent de prendre ce modèle que m'avait montré un maître japonais. Il prenait un oiseau dans sa main, de la taille d'un pigeon, comme ça, et il disait, regardez, vous sentez sa vie. Effectivement, je sentais la vie de cet animal. Il m'a dit, serrez trop fort, vous allez le tuer. Effectivement, si je mets trop d'ordre, trop d'autorité dans mon bras, et dans ma main, et dans mes doigts, j'y mets trop d'énergie, trop de force, je l'empêche de vivre, il va mourir. C'est une société qui, empreinte de trop d'autorité, va mourir. Si j'ouvre complètement ma main, il s'échappe. S'il est blessé, il se tue. Sinon, je ne peux plus contrôler du tout l'animal. C'est un peu ça, ce cadre éducatif. C'est ce juste dosage entre l'ordre et le désordre. Tsuyamin, Sanseni, prêt ? L'autorité dans la brousse, c'est simple. Il y a le danseur, il y a le joueur de tam-tam, mais entre ces deux-là, il y a une autorité encore plus grande sur les deux. On revient aux trois, c'est le rythme lui-même. La véritable autorité, c'est danser la vie comme si on en connaissait la destination, comme si on en connaissait le sens profond. Écoute mon enfant, ici en Occident, dans ton système éducatif, on met tout dans la tête. Et pendant ce temps-là, le corps, lui, se déséquilibre. Nous, en Afrique, on s'est rendu compte que les idées qu'il y avait dans la tête ne pouvaient être comprises que si elles étaient dansées. Résultat, quand ton corps est équilibré, l'esprit aussi l'est. Quand ton corps est en mouvement, l'esprit aussi
est en mouvement. On n'a jamais séparé le corps de l'esprit. Écoute. Quand il y a une désarticulation entre le corps, le cœur et la pensée, il y a le risque, comme ça s'observe dans l'anorexie, de voir la pensée occuper le terrain au détriment du corps pour faire disparaître les problèmes de cœur. Regarde ton corps. C'est comme la bouteille qui contient le vin de ton esprit, en fait. Dans la réalité, une bouteille n'existe que par ce qui le contient. Et ce qui contient la bouteille n'est révélé que par la forme de la bouteille elle-même. En fait, le corps est fait pour être habillé d'esprit et vice-versa. Les filles, elles ont toujours des questionnements entre l'intérieur et l'extérieur. Les hommes ne l'ont pas. Eux, ils sont davantage dans une mobilisation de leur corps vers l'extérieur et seulement vers l'extérieur. Ils vont exploser à la face des autres, ils vont projeter à la face des autres des choses, mais ils vont rarement avoir cette espèce d'interrogation de qu'est-ce qui fait le passage entre le dedans et le dehors. Sauf quand ils saignent, et l'homme au masculin ne saigne que quand il est blessé ou malade, à la différence de la fille. Il n'y a pas beaucoup de jeux de guerre pour les filles et tout. C'est plutôt des jeux qui poussent vers la féminité encore plus, alors que pour les garçons, il n'y a pas beaucoup de jeux non plus sans violence dedans. On dirait qu'ils sont faits exprès pour les pousser vers la violence. Une parole vêtue de vérité, dont je suis déshérité. Une parole droite, ni tordue, ni opaque. On voit bien que c'est toujours à peu près les mêmes groupes, les mêmes intérêts qui déclinent la même image de manière différente, avec des couleurs différentes, pour des tranches socio-professionnelles différentes, mais c'est la même image, c'est la même idéologie. Dans la vie que tu vis, tous les jours, tu es nourri d'images. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'il y a des images qui te manipulent. Et puis il y a des images qui te construisent. Donc je reconnais une image à ce qu'elle donne, la parole. Et je dis, de tout ce qu'on nous montre, que ça prend la parole à notre place, ça nous l'enlève, ça la confisque. La question de l'image, elle est constituante pour chacun de nous. Parce qu'elle touche chacun de nous dans le noyau qui l'a constitué. Et c'est ça qui est très troublant. C'est que nous, si nous devenons des sujets capables d'opérations symboliques, c'est parce que un certain rapport à l'image a pu donner naissance à la parole. Donc vous voyez, l'image n'est pas simplement ce que l'on voit sur un écran. C'est pas seulement ce que l'on voit avec ses yeux. C'est pour ça que dans la brousse, nous nous sommes passés de génération en génération les images fortes qui t'enracinent à ta terre pour mieux habiter la porte du ciel. La parole rend libre quand elle est éclairée. Cette tradition de l'image me semble bien perdue en Occident, quoique. Rend libre quand elle est sacrée. Comment les images étaient produites au Moyen-Âge? Tu me diras, mais on n'est plus au Moyen-Âge. Eh bien, par la tradition, comme en Afrique, j'ai retrouvé quelqu'un qui pourrait bien être un de ces passeurs de la brousse. Mais le travail qu'il fait sur l'image, c'est exactement le même qui est fait par les pygmées au fin fond de la brousse. Il se sert de l'image pour rétablir la lumière qui est en toi. Porter quelqu'un sur les épaules, traditionnellement, c'est transmettre
une connaissance, transmettre un savoir. Alors, le maître porte l'élève, mais l'élève étant plus haut, il peut voir plus loin, et donc le souhait du maître, c'est d'éveiller l'élève pour qu'un jour l'élève dépasse le maître. Ce qui compte, c'est de comprendre, au fond, qu'est-ce que te renvoie l'image quand tu es en train de la tracer. On n'est plus le spectateur qui va créer l'image, mais on est soi-même intégré dans l'image. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Ne plus être spectateur, mais être acteur et créateur. Verify what Ford said. 5, 4, 3, 2, 1, splash. Il y a énormément de représentations autour d'images de morts violentes. Et en revanche, il y a un déficit absolu de ce qu'est la mort concrètement. Mon enfant, tu grandis dans un monde où on te cache la mort. Elle est réservée aux croque-morts, aux médecins, aux hommes d'église. Mais tu ne pourras pas vivre longtemps comme ça. Qu'est-ce qu'on fait si un enfant meurt dans la classe? Qu'est-ce que je peux faire justement dans une société laïque où on ne peut pas avoir une approche plus religieuse, et quels sont les outils qui sont disponibles pour nous? On commence à comprendre en Occident que face à la mort, il ne faut pas laisser les gens seuls. Quand on ne veut pas amener les enfants à la maison de retraite voir le grand-père lorsque la grand-mère est morte et qu'on épargne, soi-disant, l'enfant en ne lui montrant pas la dépouille, on commet une erreur terrible, car on soustrait l'enfant à la véritable vision de la vie qu'est la mort. Mon père, il voulait pas que j'aille à l'enterrement de mon grand-père que j'ai connu, parce qu'il a dit que ça sera trop triste, et en plus c'est pas un endroit pour les enfants. Je sais pas trop, je crois que c'était un peu pour me protéger qu'il a fait ça. Si mon grand-père il aurait été là, j'en suis sûre qu'il aurait été plus heureux que je sois venue à son enterrement que pas venu. On n'a pas l'expérience d'avoir perdu un proche, ou en tout cas d'avoir assisté aux derniers jours d'un proche, puisque souvent ces derniers instants se sont passés à l'hôpital, médicalisés, comme si on avait sous-traité cette partie de l'existence à des professionnels. Moi, j'ai grandi dans un monde où, pour m'apprendre la vie, on m'a montré la mort depuis le plus bas âge. Parce que la vie est violente. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La mort fait partie de la vie, mais c'est une grande violence. Que la joie de la vie n'est rien si tu ne prends pas en compte la tristesse de la mort. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt chez nous, on organise une grande fête pour lui, pour qu'il apporte à jamais toute la joie de la vie dans le séjour des morts. Et moi, je me souviens d'un petit enfant, et ça arrive très souvent, qui parlait de la mort, finalement en parlant de la naissance. C'est-à-dire qui disait, mais avant de naître, est-ce qu'on est mort? Je ne meurs qu'à l'obscurité de votre vie. Nous nous retrouvons dans la lumière de nos consciences. Avant de naître, on était dans le ciel. Bien sûr, comme tous les enfants du monde entier, parce que là, sinon ça va pas. Hein, bande. Didgeridoo. Ça, c'est le didgeridoo, un instrument australien qui ponctue le temps du rêve. C'est dans le rêve que tu te projettes. C'est dans le rêve que tu fais ce voyage-là de l'imagination à l'intuition. C'est dans le rêve que tu es ce que tu seras.
Le plus bel exemple, c'est comment les premiers hommes sont arrivés en Australie. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 70 000 ans, des hommes sont allés en Australie? On ne peut pas aller en Australie à pied sec. Même quand le niveau des mers est au plus bas pendant les périodes glaciaires, il y a 80 km de bras de mer à traverser. Donc c'est au-delà de l'horizon. Ils n'ont pas été poussés par la famine. Ils n'ont pas été poussés par la pression démographique. C'est parce qu'ils avaient un rêve, une représentation du monde. Ce rêve, donc, va faire que là, ils vont construire des bateaux et oser aller au-delà de l'horizon. Et parce qu'ils avaient ce rêve, ils vont devenir les aborigènes. Et c'est tellement beau que, comme vous le savez, les textes fondateurs des aborigènes, ça s'appelle le temps du rêve. La raison et l'intuition. Mon enfant, on t'apprendra à faire la différence entre la raison qui pèse lourd et l'intuition qui est légère. C'est-à-dire que sans intuition, il n'y a pas de raison, et sans raison, il n'y a pas d'intuition. C'est juste tout à l'heure, le raisonnement rationnel tout seul conduit au pire massacre dans l'humanité. Et ce qui en fait sa beauté, c'est parce qu'il y a la complémentarité du reste. Donc les plus belles réalisations de l'humanité, c'est justement ce qu'on appelle les projets, les rêves, les utopies. Et de croire que les technologies seules permettent de répondre, non. Le progrès, pour reprendre les débats actuels, ne sont progrès qu'à partir du moment où les techniques et les solutions que nous mettons en place sont au service d'un projet. C'est dans le rêve que tu construis l'humanité du futur. Contempler ce qu'il nous reste peut nous aider à accepter ce nouveau défi et nous convaincre. Nous sommes des visionnaires. Si nous laissons notre capacité visionnaire prendre sa place, on a une chance pour inventer une autre façon de faire l'école, entre guillemets, ou de vivre dans cette société. Je le crois profondément. Il est bien évident que quand on met en route cette capacité visionnaire, on est sujet de sa vision. Ça fait peur. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Dans la philosophie de mes aïeux, celle du Wala, le chemin par lequel on passe par l'équilibre, c'est le cœur, les émotions, c'est très important. Le tam-tam te fait entendre ta pulsation du cœur et te fait sentir bien ta tête et bien ton ventre, bien ton corps. Ce n'est que quand le cœur est là, bien juste, que tu peux opérer en pleine justice parce que tu agis en pleine justesse. Aujourd'hui, il est clair que la totalité de la société, progressivement, ça ne s'est pas fait comme ça par un coup de baguette magique, s'est transformée avec une inversion des valeurs. On n'est que si l'on a. C'est l'avoir qui est le premier. Le but dans la vie n'est pas d'être afin de pouvoir avoir sa part. Mais ça, c'est une perturbation considérable du système, puisque la définition de la réussite, c'est l'avoir. Je suis un enfant aussi, moi, de cette société de consommation. Je dois avancer pas à pas vers plus de cohérence. Jusqu'où suis-je prêt vraiment à aller dans le choix, dans le renoncement? Avoir se dit dans la langue de tes grands-parents, baka, recevoir. Mais avoir, baka, ne trouve son sens que dans son miroir, kaba, donner. Mais les anciens nous ont laissé une formule qui est très simple.
N'entends pas avec ta tête, juste entends-le avec ton cœur. Baka baka, baka 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 baka. Ce tam-tam vient de te dire que Kaba ne peut pas exister sans Baka. Donner ne peut pas exister sans recevoir. Que la richesse, c'est être au rond-point entre le donner et le recevoir. Ce qui est important, c'est la connexion perpétuelle entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Être riche, c'est être humainement capable d'être interconnecté. Au fond, ce qu'on a banalisé, c'est l'être humain en général. Dans l'idée de l'industrialisation, l'être humain n'a plus un métier qui lui permet de s'accomplir, qui lui permet d'être heureux, qui lui permet de se développer lui-même. Il ne devient qu'une sorte de machine au service des autres, mais pas un service créateur. Toute ta vie, si tu es dans le rond-point du donner et du recevoir, tu ne manques jamais de rien. Et c'est l'expression la plus aboutie de la richesse. C'est quand autrui fait partie de toi. Comment faire pour entrer dans le monde de ces enfants qui sont issus non pas de la deuxième génération, mais bien plus que ça, dans le monde de ces enfants donc, qui ont une autre culture, une autre approche de la vie, et je n'ai jamais réussi à obtenir un dialogue, une relation comme je pouvais avoir avec les autres. Ce qui me frappe quand vous parlez, c'est que vous dites ces enfants, ils sont dans un monde, etc. Oui, mais aujourd'hui, nous aussi, chacun de nous est dans un monde. Je crois qu'à partir du moment où on a vraiment conscience qu'on est des semblables, profondément, c'est-à-dire qu'on est soumis au temps, on est mortel, on a l'essence comme première perception du monde, on se rend compte que les histoires de monde des uns, de monde des autres, ça circule beaucoup plus facilement, ça donne du souffle. Quand les élèves sentent que vous vous sentez semblable, il se passe quelque chose. Si une bonne fois, on se dit que rencontrer un autre être humain, c'est prendre le risque d'être altéré, parce que c'est comme ça les rencontres. Si on sort indemne d'une rencontre, c'est qu'il ne s'est rien passé. Mais si on prend le risque de se dire « Eh bien oui, je vais peut-être être altéré par ce qui va se passer », c'est-à-dire changer, transformer, ne plus être la même, ben là, la vie est passionnante. Et moi, je pense que c'est de l'ordre de ces risques-là qu'aujourd'hui, par tous les discours sécuritaires qu'on nous sert, on nous laisse bien, il faut qu'on reste dans notre intégrité, il faut que rien ne bouge. La meilleure manière d'être fidèle aux autres, c'est d'être fidèle à soi, sans rien d'autre. La meilleure manière d'être fidèle à soi, c'est d'apprécier l'autre comme une part de moi qui s'est perdue dans l'espace-temps pour mieux revenir à mon espace, à temps. La meilleure manière d'être fidèle, ma foi, c'est de s'aimer par le sommet, par le toit. Chacun sera dans sa sphère, la même droite tracée d'équerre qui résume les efforts du compas qui réconcilie le haut et le bas. Sois fidèle à toi pour être fidèle à moi. Sois fidèle à toi, cela va de soi. La meilleure manière d'être fidèle à moi, c'est de m'aimer. Je ne suis que toi. Nous nous élevons au firmament, nous nous brûlons dans nos corps joliment, nous réajustons nos passions pour mieux contenir la passion. Sois fidèle à toi pour être fidèle à moi. Sois fidèle à toi, cela va de soi.
Moi, je suis très intéressé par l'expérience des Compagnons du Devoir. L'idée est qu'à travers le chef-d'œuvre, plus que le chef-d'œuvre que l'on réalise, c'est soi que l'on construit. Vous êtes capable de produire des chefs-d'œuvre, regardez les chefs-d'œuvre que vous êtes capable de produire, et par conséquent, prenez possession de la richesse qui est en vous. Si on arrive à dire aux gamines et aux gamins qu'il y a une jouissance, qu'on prend son pied, à identifier la richesse qui est en elles et en eux, à se l'approprier, là, sans doute, il y a une piste. Être, c'est apprendre à te connaître. Quand je suis face à un adversaire, à un partenaire dans un randonnée, je ne dois pas me mentir, je dois me connaître. Je dois me connaître, mais en même temps, je dois connaître l'autre. Ses défauts, ses qualités, sa position de main, sa position de jambe. Mais je le comprends et j'ai du respect. À un moment donné, il faut se dire, je retire un trait, je me recale, je retrouve mon centre et je reviens dans la vérité. Mais si vous ne vous connaissez pas, si vous n'êtes pas dans cette vérité, vous ne construisez pas. Mais ça, c'est pas inné chez un enfant qui vient de naître. Donc il va falloir le construire. Il va falloir que le cadre éducatif familial soit empreint de cette vérité. Il va falloir que le cadre éducatif soit empreint de cette vérité, mais ne soit pas dépendant de différents flux politiques ou pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut reconstruire des fondamentaux simples. Repartons à étudier liberté, égalité, fraternité. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Tu peux être en apprenant la transmission d'un art. Ce qui m'a choqué, moi, le plus, c'est cette perte de relation avec le travail. Et on n'a pas fait en sorte qu'on montre le travail intelligemment, que le travail pouvait vous épanouir, que le travail vous pouvait vous rendre heureux. On ne l'a jamais montré. Le problème, c'est que les métiers manuels, c'est souvent qu'ils sont présentés comme un échec. Et on a cette culture de l'échec par le métier manuel. Tu ne peux pas réussir en matière générale, tu vas apprendre un métier. Les artisans, c'était des gens qui, basant leur appropriation de leur être sur leur savoir-faire manuel, voyaient combien il était important, fondamental, d'accéder au savoir qu'ont les bourgeois, au savoir qu'ont ceux qui font les lois. Être libre, être un citoyen à un moment donné, c'est prendre une décision en connaissance de cause. Et on ne prend une décision en connaissance de cause que si on est capable de connaître et de comprendre les causes. C'est vrai que la méthode qui était la méthode de mon métier il y a 30 ans encore, c'était extrêmement rigide et il y avait une tête pensante et point. Et aujourd'hui, on ne peut plus du tout appliquer ça. Et puis, je me suis aperçu qu'on a quand même maintenant des générations qui n'ont pas appris à marcher au pas. Donc il faut adapter aussi une méthode de transmission, une méthode de management qui soit un peu différente. Donc responsabiliser les gens beaucoup plus tôt. J'ai inversé un petit peu la pyramide, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui a une fonction, chez moi par exemple, petite, un commis, quelqu'un qui débute, ou un chef de parti, a déjà des responsabilités suffisamment importantes. Et c'est pour ça aussi que j'utilise souvent le thème de cerveau collectif pour sortir de la créativité à partir de tous les éléments de ma brigade, de tous les éléments de mon équipe, pour les faire participer à cette créativité. Et ça fait sérieusement avancer l'entreprise. Je crois que l'école a un rôle fondamental qui n'est pas forcément celui de parler de l'ascenseur social. Il est de donner les bases nécessaires pour pouvoir se construire dans une société qui ne changera pas pour eux. Je crois qu'il faut donner des armes solides pour pouvoir construire des individus. Les enfants, quand ils viennent au monde, ils savent que la vie est faite de dangers. C'est instinctif, c'est animal. Et donc ce qu'il faut, c'est leur donner les armes pour qu'ils n'aient pas peur. Pour que l'enfant, au plus profond de sa nuit, trouve toujours cette petite lumière intérieure qui va le guider. Et les parents, donc, ont ce rôle, c'est-à-dire que l'enfant devienne lui-même, marche vers lui-même. Et puis, arrêter aussi avec cette dramaturgie de l'échec.
Moi, c'est un truc qui me choque chez les parents d'ailleurs, souvent, et chez les enseignants. Il y a une espèce de « il n'est pas bon à l'école ». C'est pas vrai. Moi, je rencontre des gens qui n'ont pas été bons à l'école, et quand tu arrives à leur faire sortir une passion en eux, ça devient des gens, mais qui se démultiplient, qui deviennent très bons. Si on arrête de servir, j'allais dire les maîtres, quels qu'ils soient, que ça soit un gouvernement, même une éthique quelquefois, et si on se met au service des gens qui sont en face de nous, eh ben c'est entendu en face. En gros, quand j'étais fonctionnaire, je trouvais que ma fonction était de servir les gens qui avaient en face de moi, qui venaient et qui devaient repartir avec une part de conscience au monde un peu plus large que voilà, moi je trouve que le rôle de l'enseignant, c'est ça, hein, c'est d'ouvrir la conscience qu'on a au monde, et puis après, les élèves s'en vont. Les inégalités ne se trouvent pas dans l'être, parce que c'est le même être qui est chez tout le monde. Être, c'est prendre sa place. Prendre ma place dans ma vie, droit devant, sans que je dévie. Prendre ma place dans mes racines, prendre ma place dans le temps de mon espace grandissant. Le passé est ma mémoire, le futur, ma conscience en miroir. Mais c'est au présent que je change mon monde pour mieux changer le monde. Oui, je prends ma place entre le ciel et la terre. Oui, je prends ma place entre l'ombre et la lumière. Oui, je prends ma place entre le soleil et la mer. Oui, je prends ma place entre mes frères et mes sœurs. Je veux que la sagesse me gouverne pour que ma paix revienne. Trouver la force de la haine, pour que l'amour de l'amour me soutienne. Que la beauté me sanctifie, que la joie du cœur me rectifie. Trouver ma place à mon Orient pour mieux habiter mon Occident. Oui, je prends ma place entre le ciel et la terre. Oui, je prends ma place entre l'ombre et la lumière. Oui, je prends ma place entre le soleil et la mer. Oui, je prends ma place entre mes frères et mes sœurs.